Ok, donc bonjour encore une fois à toutes et à tous. On est vraiment très contente avec Aïssatou aujourd'hui d'accueillir Francis Fogué-Kouaté, qui est chargé de cours à l'université de Bouéa, qui est historien, hein. Francis est l'auteur d'une thèse qui a été préparée à l'université d'Utrecht aux Pays-Bas et qui a été soutenue en 2017. Il y a travaillé sur les relations entre musulmans et chrétiens au nord du Cameroun, de la période coloniale jusqu'au début du XXIe siècle, qu'il a exploré à travers la porte d'entrée empirique que constituent les médias, et notamment les stations de radio dont il va plus particulièrement nous parler aujourd'hui. Et il y explore la manière dont le statut bien particulier de cette région au sein de l'espace politique camerounais depuis la colonisation va influer sur l'économie politique des médias. Et du coup, il nous donne l'occasion d'explorer, et c'est une des choses qu'on voulait vraiment faire pendant ce séminaire et qu'on n'avait pas tellement eu l'occasion de faire dans les séances précédentes. Donc l'occasion d'aborder, de penser la manière dont les objets médiatiques constituent des postes d'observation empirique particuliers, originaux, des dynamiques religieuses qui sont évidemment très articulées aux politiques, et c'est une des choses qui est très intéressante dans le travail de Francis, hein, c'est qu'il travaille précisément sur ces connexions, sur ces articulations entre la formation de l'État, les dynamiques de compétition politique et les dynamiques religieuses, ce qui lui donne donc l'occasion de relire l'histoire politique du Cameroun et de cette région en particulier sur une période relativement longue, hein, puisqu'il part du colonialisme et notamment à partir du colonialisme tardif jusqu'à aujourd'hui, ce qui permet de donner un éclairage, il me semble, historique, spécifique sur notamment des périodes charnières de l'histoire du Cameroun, qu'il réinterroge du coup à l'aune de cet observatoire que sont les radios, l'indépendance bien sûr, mais aussi le début des années 80 et le début des années 2000. Et c'est un travail aussi qui nous permet de réfléchir, et j'espère que c'est une des thématiques qui viendra aussi dans la discussion, à ce que les médias font aux dynamiques religieuses, et font aux questions religieuses, aux notions religieuses, aux valeurs religieuses. Donc, je suis d'autant plus contente qu'on ait l'occasion de dialoguer avec lui aujourd'hui, que c'est une présentation qui porte sur une région dont à la fois on parle beaucoup dans les médias internationaux, et en même temps sur laquelle il me semble, enfin sans être du tout spécialiste du Cameroun, sur laquelle il me semble on a encore besoin de beaucoup de travaux qui abordent ces questions de manière documentée, de manière nuancée, de manière historique, et je trouve que à ce niveau-là, on a vraiment de la chance d'avoir Francis aujourd'hui. Vous verrez, dans son travail, il mobilise des sources extrêmement multiples qu'il entrecroise, à la fois bien sûr des archives, des entretiens, de l'analyse de contenu des émissions, mais aussi des questionnaires avec des membres du public, donc tout ça articulé, donc au niveau empirique, c'est particulièrement riche. Donc pour compléter la présentation de Francis, il est l'auteur de nombreuses publications, donc je vais vous en citer que quelques-unes, notamment 2 articles qui sont parus très récemment dans la revue African Humanities et qui sont disponibles en ligne. Un article paru en 2017, Faith-Based Media and Cultural Competition in Northern Cameroon, qui porte en particulier sur une maison de production chrétienne qui existe, qui a une histoire relativement longue dans le nord du Cameroun depuis les années 60 jusqu'au début des années 2000. Et puis un autre papier qui vient juste de sortir dans la même revue, les pionniers locaux de l'animation radio au Nord Cameroun, entre subalternité et mobilité sociale, et qui, moi, m'a beaucoup plu parce que c'est un papier qui repose sur l'examen très précis de 3 trajectoires biographiques des premiers animateurs de Radio Garoua, qui a été créé donc à la fin des années 50 la. Et puis, je voulais aussi signaler que Francis travaille aussi sur la téléphonie mobile et qu'il a publié aussi très très récemment un papier sur les trajectoires d'émancipation des jeunes femmes dans le nord du Cameroun à travers l'usage des téléphones portables dans la revue Réseau,
la revue française Réseau. Donc voilà, je m'arrête ici pour cette courte introduction et je passe tout de suite la parole à Francis pour, donc, comme d'habitude, hein, entre 45 minutes, une petite heure d'intervention. Et puis ensuite, on ouvrira... ah, il a disparu. Zut. Alors, il semble que la connexion, malheureusement, n'a pas résisté. Aïssatou, de ton côté, tu... En fait, la connexion voilà, revient. Là. Ah d'accord, voilà. Ah oui. Francis, je ne sais pas si tu nous entends bien. J'ai l'impression que de temps en temps, oui, de temps en temps, ta connexion saute un petit peu. Oui, malheureusement. Je sais pas mais si là, c'est bon, je crois. Ce que j'ai dit. Oui, là, on te voit et on t'entend. Donc, je ne sais pas si tu as entendu tout ce que j'ai dit, mais j'en étais arrivée au moment où je te passais la parole, donc pour environ 45 minutes. Et voilà, on était très contents de t'écouter. Oui. D'accord, merci déjà, merci beaucoup pour ta présentation, Florence. Alors, je m'excuse, hein, là, j'ai eu un petit souci technique. Vous savez, la connexion n'est pas très stable dans nos environnements en Afrique subsaharienne. Donc, il pourra peut-être arriver que de temps à autre, vous ressentiez qu'il y ait quelques petits flottements en termes. Malheureusement, je pense que je vais suggérer à Francis d'enlever sa vidéo, ce qui est évidemment un peu dommage, mais... Francis? Oui, allô? Oui, peut-être, je suis Oui. désolée de te demander ça, mais peut-être que si tu coupes la vidéo, on pourra au moins être assuré d'entendre ta voix, ce qui est vraiment, vraiment dommage. Mais Oui. Est-ce que vous pensez que si nous, les participants, on coupe notre vidéo, ça peut aider aussi? Je ne sais pas, j'y connais rien. Bon, là, ça va, je crois? Oui. Ouais, là, on t'entend, ouais. D'accord, ok. Alors, donc, je commencerai dans mon propos en remerciant déjà l'Institut des mondes africains, IMAF de Paris, qui a bien voulu m'associer à cette série de séminaires portant sur la radio et la télévision dans les Afriques. Et comment ne pas également remercier tout particulièrement Florence Brisset, avec qui j'ai une amitié qui date de longue date. Là, j'espère qu'on est en train de me suivre. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, je disais donc que je remercie également particulièrement Florence, avec qui j'ai une amitié qui date d'une dizaine d'années déjà, je crois, depuis notre rencontre à Bamako, si je ne me trompe pas. Initialement, Florence avait voulu que je fasse le déplacement de Paris, comme elle indiquait, pour le séminaire, mais la pandémie à coronavirus en cours n'a pas permis que cela soit possible. Mais malgré tout, elle a mis les moyens qu'il fallait pour rendre possible mon intervention vers Zoom. Et j'espère que nous pourrons aller jusqu'au bout de ce séminaire sans que la connexion ne nous fasse des siennes. Alors, je voudrais aussi remercier Aïssatou, qui est l'une des chevilles ouvrières de ce séminaire, tout comme tous les participants que je découvre là, dont la présence, ou alors sans qui notre présence ici n'aurait aucune valeur, parce qu'il ne sert à rien de faire une présentation s'il n'y a personne pour la suivre. Alors, lorsque Florence m'a contacté pour le séminaire, elle a indiqué qu'elle souhaitait que je présente mes travaux et que je partage ma petite expérience avec les participants. Dans la peinture qu'elle a faite de moi tout à l'heure et pour laquelle je la remercie également, elle a présenté certains de ses travaux et plus précisément ceux portant sur la radio. Mais j'aimerais juste préciser également, pour ceux qui seraient intéressés, qu'il y a d'autres publications qui portent notamment sur la presse écrite. Notamment, j'ai copublié avec une collègue et amie du nom de Amina Djoulde, un texte sur l'histoire de la presse satirique au Cameroun. C'était en 2013.
J'ai également publié un texte sur l'économie politique de la presse écrite au Nord Cameroun. Et j'ai oublié de signaler, de préciser d'ailleurs à Florence, lorsque je lui ai donné certaines informations, qu'actuellement j'ai un texte sur les archives radiophoniques qui est en cours de publication dans la revue Méthode. En fait, c'est une revue dirigée par Jean-Bernard Ouedraogo. Donc, tout ceci juste pour indiquer que mes travaux ne se limitent pas à la radiodiffusion et aussi que j'embrasse également un éventail plus large des médias. Alors, cela étant dit, ma communication dans le cadre de ce séminaire porte sur les enjeux politiques et religieux de la radiodiffusion au Nord Cameroun. Elle s'appuie sur les différents travaux que j'ai réalisés jusqu'ici sur la radio dans cette région, qui a constitué mon principal terrain de recherche jusqu'ici, bien sûr. Et elle présente, je dis ma communication, elle soulève la problématique du rapport de la radio à l'exercice du pouvoir, à la religion, ainsi qu'à l'orientation de ce que Michel Foucault appelle la gouvernementalité au Nord Cameroun. Ainsi, il est question d'explorer l'interconnexion ou l'enchevêtrement des univers médiatiques, politiques et religieux dans la partie nord du Cameroun, considéré comme un post-colonial setting, c'est-à-dire un univers marqué par ce que Emmanuel Siebert appelle la part coloniale des identités modernes. Théoriquement, la radio, qui est d'inspiration coloniale, a continué à modeler la société après l'épisode colonial en contribuant notamment à l'élaboration d'un dispositif mental et psychosociologique des gouvernants postcoloniaux qui ont perpétué son utilisation politique entamée par l'administration coloniale ici représentée par la France. Autrement dit, l'indépendance acquise en 1960 n'a pas marqué une rupture avec le mouvement colonial. Bien au contraire, on a assisté à une continuité des pratiques qui a ouvert la voie. Bien au contraire, on a assisté à une continuité des pratiques qui a ouvert la voie au néocolonialisme tel que je le démontre dans une contribution d'ouvrage intitulée Médias sauf pas et néocolonialisme français en Afrique subsaharienne. C'est un texte qui a été publié en 2016. Alors, le processus de transfert des compétences dans le domaine de la radiodiffusion s'est accompagné d'un processus de transfèrement mimétique des pratiques en ce qui concerne le fonctionnement et l'utilisation de la radio. C'est ainsi que cette dernière a participé à la culture du commandement, entendue par Luc Sinjun, qui est un politologue camerounais, entendu par Luc Sinjun comme l'ensemble des manières de faire, de sentir et de penser à partir desquelles s'organisent et se légitiment les interactions entre gouvernants et gouvernés dans le sens de la stricte dépossession sans contrepartie substantielle de ceci par cela, de l'interprétation du pacte social comme souveraineté des gouvernants au sens de leur puissance perpétuelle sans contrainte ni limite. En fait, là, c'était une citation de Luc Sinjun où il définit ce qu'il entend par culture du commandement, et d'autant plus que c'est un concept que j'adopte dans ma réflexion. Alors, cette culture du commandement est caractéristique de la post-colonie qui renvoie à une manière d'écrire l'histoire de l'Afrique contemporaine en termes de pouvoir, de ses lieux d'émergence et de son exercice en tenant compte des pesanteurs de l'héritage colonial. Là, pour cette définition, je m'inspire un peu de Tikala Kabiaya, qui a proposé cette définition à la suite d'Achille Mbembe. Et justement, Achille Mbembe, pour qui le commandement, qui fait référence à l'ordre gouvernant, en contexte autoritaire, est un construit historique exercé du mouvement colonial qui renvoie à une pratique générale du pouvoir en post-colonie. Il se situe, ce commandement, dans la continuité de la culture politique coloniale et dans le prolongement des aspects les plus despotiques et des traditions ancestrales. C'est ainsi qu'il existe une intimité de la tyrannie entre le commandement et les commandés. La radio a été un instrument majeur de la construction de cette intimité en permettant au commandement de déployer son autorité, notamment à travers la propagande. La participation de la radio à cette tyrannie découle du lien intime
qui s'est développée entre elle et le politique. Au Nord Cameroun, cette tyrannie a débouché sur la promotion de l'inhospitalité dans les relations et les rapports de force entre les musulmans minoritaires et les non-musulmans, communément appelés Kirdi ou Abbé, qui sont majoritaires. Il est donc question ici pour nous de décrypter le triptyque radio, politique et religion au Nord-Cameroun entre ce que Colin Roland appelle le crépuscule de l'Afrique coloniale, ça c'est la fin de la période coloniale, et le début des années 2000 qui voit au Nord-Cameroun une multiplication des radios religieuses dans un environnement marqué par la concurrence. Quels ont été les enjeux politiques et religieux de la radiodiffusion au Nord-Cameroun? En quoi ces enjeux ont-ils déterminé l'évolution de la radio? Et comment ces derniers a-t-elle adressé ces enjeux? Là sont les principales préoccupations, questions auxquelles nous allons essayer d'apporter des éléments de réponse. Et l'objectif visé ici est donc de faire ressortir la contribution de la radio à l'édification de la scène politico-religieuse du Nord-Cameroun. Pour ce faire, la présentation va d'abord porter sur l'entrelac radio et politique, avant de démêler les chevaux de la relation entre la radio et la religion. Mais avant cela, il serait nécessaire de commencer par planter le décor, n'est-ce pas, en procédant à une description de la mise en place de l'espace radiophonique du Nord Cameroun. Et c'est cela qui va constituer la première partie de ma présentation. Là, non, je vais vous entretenir sur la mise en place de l'espace radiophonique du Nord Cameroun. Déjà, je m'excuse déjà auprès des uns et des autres pour n'avoir pas prévu des slides. On en a parlé tout à l'heure. Le problème, c'est que, n'étant pas encore très initié à Zoom, bon, j'ai eu des craintes, je n'ai pas voulu me compliquer la tâche. Alors, dans cette première partie, nous allons dans un premier temps procéder à une description du Nord Cameroun, dire ce que c'est que le Nord Cameroun, parce que beaucoup d'entre nous ne savons pas ce que c'est. Ensuite, nous allons parler de l'introduction de la radio dans cette région, une introduction qui a été assez tardive. Et enfin, nous allons présenter les différents secteurs de la radiodiffusion, notamment, j'ai procédé à une classification assez simple, notamment les radios étatiques, qui représentent ici le secteur public de la radiodiffusion, et ensuite les radios non étatiques, qui intègrent ce qu'on appelle communément le secteur privé. Alors, en ce qui concerne la description du Nord Cameroun, c'est une région qui, en principe, le Nord Cameroun, comme son nom l'indique, en fait, c'est la partie nord du Cameroun. C'est une région j'espère qu'on me suit toujours. Oui. Oui, tout à fait. OK, d'accord. Alors, le Nord Cameroun renvoie à la partie nord du Cameroun. C'est une région qui aujourd'hui est constituée de 3 régions administratives principales, à savoir la région de l'extrême nord, qui est plus au nord et qui est limitrophe d'ailleurs à la République du Tchad, parce que le Cameroun et le Tchad sont quelque peu limitrophes. Donc, il y a la région de l'extrême nord qui est tout au bout. Il y a la région du nord qui se trouve au centre, au milieu de cette grande zone-là. Et il y a la région de la Damawa qui est dans le sud et qui marque la frontière entre le Nord Cameroun, ou bien le point de jonction, c'est mieux, qui marque le point de jonction entre le Nord Cameroun et la partie méridionale du pays. Alors, ces 3 régions administratives dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la Damawa, le Nord et l'extrême Nord, ont été créés au début des années 80, parce qu'avant 1984, jusqu'en 1984, toute cette zone constituait une seule et unique unité administrative qui était connue comme le Grand Nord. Mais par la suite, pour certaines raisons politiques, bien sûr, dont nous allons parler tout à l'heure, avec le changement de régime à la tête de l'État, cette partie a été saucitionnée, a été subdivisée en 3 grandes zones d'influence.
Alors, ce qui est intéressant avec le Nord Cameroun et qui fait d'ailleurs sa particularité, c'est que c'est une région qui est dominée politiquement par l'islam. Comme je l'ai dit dans l'introduction, en fait, au Nord Cameroun, en réalité, on a deux principaux groupes religieux, mais aussi, je peux dire, politiques, parce que l'islam, comme vous le savez, l'islam est un système totalisant, hein, comme le dit Pierre Chanet, c'est-à-dire en l'islam, le religieux et le politique vont très souvent ensemble, parce que c'est l'islam justement qui régente tous les aspects de la vie sociale dans ces communautés-là. Alors, au Nord Cameroun, il y a donc deux principales communautés, à savoir les musulmans, qui sont minoritaires, mais également les non-musulmans qui sont majoritaires. Alors, vous allez constater que je prends soin de ne pas dire chrétien pour opposer à non-musulman à musulman parce que tous les non-musulmans ne sont pas forcément chrétiens, même s'il faut admettre que les chrétiens constituent, du point de vue religieux, la plus forte population au Nord Cameroun. Alors, le Nord Cameroun, comme je le disais, est donc fortement influencé par l'islam qui a fait son introduction, son apparition au début du 19e siècle à travers le djihad organisé par Ousmane Danfodio. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis ce moment, l'islam s'est imposé comme principal élément de la gestion du pouvoir politique dans cette région. Pourquoi? Parce qu'après la conquête, la domination militaire qui a été organisée par les Fulbés, les Peuls, et qui a conduit à la création d'entités politiques traditionnelles connues sous le nom de l'AMIDA. Par la suite, donc, pendant la période coloniale, les administrations coloniales allemandes et françaises ont renforcé le pouvoir politique de ces entités en faisant des lamibés. Lamibé, c'est le pluriel de lamido. Et les lamidos, ce sont les chefs traditionnels, les chefs politiques musulmans, Fulbé. Alors, l'administration coloniale a donc contribué au renforcement de l'autorité de ces lamibés en les associant à la gestion du territoire, parce qu'en fait, ils étaient considérés comme des auxiliaires d'administration. Ils travaillaient avec l'administration coloniale. Donc, ce moment colonial a donc contribué à renforcer l'influence politique de l'islam dans cette région. Et par la suite, encore, coup du destin, coup du sort, lorsque le Cameroun accède à l'indépendance en 1960, le tout premier président est un musulman originaire de la région. Et cela fait en sorte que cela contribue à plus renforcer l'influence politique de cette religion dans cette zone-là. Donc, ce qui est également intéressant par rapport à l'islam, au Nord Cameroun, donc, c'est que sur la base de cette hégémonie, hein, de cette hégémonie-là, je reprends la terminologie de Martin Dioma, qui est un historien camerounais, sur la base de cette hégémonie musulmane au Nord Cameroun, la société a été subdivisée en deux grandes catégories. Hein, les musulmans ou islamo-peuls, qui sont ceux qui ont accepté l'islam, qui pratiquent l'islam. Et d'un autre côté, on a les non-musulmans qui sont connus sous l'appellation générique de Kirdi. Ils sont dans ces deux communautés qui s'affrontent, je mets bien sûr affrontés entre guillemets, qui s'affrontent ou bien qui s'opposent au Nord Cameroun. Bien. L'autre élément, le deuxième aspect qui est relatif à l'introduction de la radio dans cette région, c'est juste pour indiquer que la radio, contrairement aux autres, la radio a fait une entrée assez tardive dans cette région. La radio s'implante, commence ses activités au Nord Cameroun en 1958, ce qui est assez tardif quand on essaie de comparer avec d'autres territoires africains. Et l'autre chose qui est intéressante à ce niveau, c'est quoi? C'est que quand on lit les travaux d'André Jean Tudesque sur les médias en Afrique, on comprend que l'un des premiers médias à s'être implanté dans les sociétés ou les communautés ou les territoires africains était la presse écrite. Mais curieusement, le Nord Cameroun ne s'inscrit pas dans cette dynamique. Le Nord Cameroun, au contraire, a fait le premier contact que le Nord Cameroun a eu avec les médias, c'était curieusement avec la radio. Parce que la presse écrite a été introduite au Cameroun à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle par les Allemands. Mais le problème, c'est qu'elle s'est limitée uniquement à la partie sud. La partie nord a été exclue de cette dynamique. Et ce n'est qu'en 1958 que le Nord Cameroun inaugure son espace médiatique à travers la création d'une première radio. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me souviens lorsque Florence m'a contacté lorsqu'on discutait. J'ai vu le titre des thèmes, le titre du blog, n'est-ce pas? Elle parlait des Afriques.
et je lui ai fait un petit commentaire là-dessus en lui disant que justement, en mettant Afrique au pluriel, et justement, et je lui ai fait un commentaire qui est dans le sens de dire que je partageais justement cette logique, parce que même au niveau de certains États africains, très souvent, quand on lit des travaux qui sont faits sur certains éléments, notamment les médias, par exemple, vous allez voir les médias au Cameroun, alors qu'en réalité, ce qui est contenu dans le travail ne reflète pas vraiment la réalité du Cameroun parce que les travaux ont porté forcément sur une région spécifique du Cameroun et cette façon de présenter les choses très souvent dénature les spécificités des autres zones. Donc alors ici, on constate très bien que lorsqu'on parle des médias au Cameroun, il serait faux et déroutant de penser que du point de vue historique, les premiers médias, c'était forcément la presse écrite dans toutes les communautés. Non, au Nord Cameroun, le tout premier média à être installé, c'était bien évidemment la radio. Donc, après l'installation de la radio, naturellement, ce n'était pas l'administration coloniale en 1958. Après les indépendances, maintenant, on a eu une évolution de l'espace radiophonique avec l'apparition des radios étatiques. Et au Nord Cameroun, Radio Garoua, qui est la toute première radio qui a été créée par les Français, est devenue la toute première radio gouvernementale ou étatique. Vous voyez que là, je crée une confusion et je le fais exprès parce que très souvent, dans les contextes africains, les radios étatiques sont confondues aux radios gouvernementales parce qu'elles se comportent comme des radios du gouvernement. Donc, on en a trois. L'espace médiatique du Nord Cameroun laisse ressentir trois principales radios étatiques, à savoir Radio Garoua, nous en avons reparlé tout à l'heure, Radio Garoua, Radio Maroua, et puis Radio Ngaoundéré. Et à côté de ces radios étatiques qui ont commencé à exister dans les années 60, avec Radio Garoua qui a été transformée en radio étatique après la fin de la colonisation. Dans les radios Marois et Radio Ngaoundéré dont j'ai parlé ont été créées plus tard, au début des années 1980. Et ce n'est qu'au début des années, à la fin des années 1990 et au début des années 2000 que que le secteur privé de la radiodiffusion s'est développé, s'est mis en place à la faveur, naturellement, du processus de démocratisation qui a commencé dans les années 90 et qui institutionnalisait la liberté d'expression. Et par la suite également, dans les années 2000, il y a eu la signature d'un décret du Premier ministre qui portait organisation et fonctionnement des radios du secteur privé. Et c'est à partir de là qu'on a véritablement eu un bourgeonnement de radios privées dans cette région. Et la particularité, c'est que la plupart de ces radios privées sont des radios thématiques et essentiellement, pas essentiellement, et majoritairement religieuses. Donc là, c'est ce que je voulais dire pour baliser un peu le terrain. Et là, très rapidement, je vais donc passer au deuxième aspect qui porte sur l'entrelac de la radio, entre la radio et le politique au Nord Cameroun. Donc l'idée ici est de voir justement comment est-ce que se sont tissés les liens entre ces deux variables, la radio et le politique. Et là, je parle d'entrelac parce que je m'inspire un peu de la terminologie utilisée par deux auteurs, David Douyer et Frédéric Antoine, n'est-ce pas, qui parlent de l'entrelac des religions et des médias. Donc, en fait, c'est de leur travail que je me suis inspiré alors que j'ai décidé d'adopter ce concept d'entrelac. Alors, l'entrelac, pour parler de l'entrelac entre la religion et le politique, je vais organiser mon propos à ces niveaux, à trois niveaux, n'est-ce pas? Dans un premier temps, je vais parler de cet entre-là sous l'administration française, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'administration française qui a inauguré l'espace radiophonique du Nord Cameroun. Par la suite, je vais analyser cet entre-là sous le règne du président Amadou Ahidjo, qui a été président entre 1960 et 1982. Et enfin, je vais analyser cet entre-là sous le règne du président Paul Biya, qui est au pouvoir depuis 1982. Alors, ce qui concerne l'administration de la période coloniale, la radio, comme je le disais tout
tout à l'heure, a été inaugurée pendant cette période. En 1958, les Français ont décidé de créer une radio au Nord Cameroun, laquelle radio a été appelée Radio Garoua. Et la création de cette radio visait à satisfaire des besoins politiques, ou alors visait à à réaliser un agenda politique. Ce qui permet de comprendre que l'entrelac radio et politique est consubstantiel de la mise sur pied déjà de l'espace radiophonique nord-camerounais. En fait, qu'est-ce qui s'était passé? En fait, les Français entendaient réaliser ce qui a été appelé la politique musulmane de la France. Et cette politique consistait à adopter des formes de gestion particulières au contexte africain qui étaient caractérisées ou influencées par l'islam. Alors, au Nord-Cameroun, justement, j'ai indiqué que la radio a été implantée en 1958, mais avant 1958, les populations du Nord Cameroun avaient accès aux programmes diffusés par des radios étrangères, notamment Radio Kaduna qui diffusait la Voix des Arabes, voilà, la Voix des Arabes qui diffusait depuis le Caire en Égypte, et aussi Radio Kaduna par la suite qui arrosait dont les ondes arrosaient la région. Et ces radios, comme vous pouvez l'imaginer, surtout la radio des Arabes, c'était une radio qui développait un discours anticolonial et un discours qui était favorable à une sorte de pan-islamisme. Alors les Français, donc, craignant que le Nord Cameroun ne soit contaminé par cette idéologie, ont donc décidé de créer une radio sur place qui répondrait aux besoins des populations en termes de divertissement, en termes d'information. Et à travers cela, ils espéraient donc contrôler l'opinion dans cette zone-là. Donc l'idée, à travers la création de Radio Garoua en 1958, était de circonscrire, de couper le Nord Cameroun de cette influence, de ce renouveau islamique qui avait cours un peu partout dans le monde oriental, au Proche-Orient, notamment à partir de l'Égypte également. Donc, c'est pour cette raison que la radio a été mise sur pied. Et à travers la création de Radio Garoua en 1958, le Cameroun devenait une curiosité dans l'espace colonial français. Pourquoi? Parce que rares sont les territoires français qui ont été dotés de 3 radios pendant la période coloniale. Rare, parce que avant Radio Garoua, il y avait déjà une radio qui avait été créée à Douala qui a été une des premières capitales du Cameroun pendant la période coloniale, permettez-moi l'expression. Radio Douala déjà avait été créée en 1941, lorsque les Français y avaient installé leur capitale. Par la suite, ils se sont déplacés de Douala pour Yaoundé. Et une fois à Yaoundé, ils ont créé une deuxième radio au début des années 50. Et Radio Garoua, créée en 1958, devenait la 3e radio. Donc, pendant la période coloniale française, le Cameroun a été doté de 3 radios coloniales, à savoir Radio Douala, Radio Yaoundé et Radio Ngaoundéré. Et Radio Garoua. Alors, dans mon analyse des éléments qui auraient pu justifier cette réalité, cette situation, j'ai tenu compte, j'ai essayé de regarder la chose sur différents angles. Et quand j'ai considéré l'aspect technologique, parce que certaines personnes ont pensé que probablement la création de Radio Garoua avait découlé de l'éloignement géographique de cette région des autres des villes de Yaoundé et de Douala, mais cette justification pour moi n'était pas satisfaisante. Pourquoi? Parce que dans d'autres contextes, notamment comme au Mali, si je ne me trompe pas, il est arrivé que l'administration coloniale française crée des stations de relais pour relayer les ondes des radios déjà existantes. Mais dans ce cas spécifique, Radio Garoua n'était pas une station de relais, c'était une radio autonome, indépendante. Donc, l'idée à travers Radio Garoua était donc justement d'avoir une radio qui aurait des programmes spécifiques destinés aux populations du Nord Cameroun. Dans l'optique de les, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'optique de les préserver de l'influence et des idéologies islamiques qui étaient en cours à cette époque-là. Donc,
C'est donc ainsi qu'a donc débuté, n'est-ce pas, ce lien un peu incestueux, je ne sais pas si je dois dire incestueux, mais ce lien fort, cette intimité entre la radio et le politique au Nord Cameroun. En deuxième point, là, je vais donc parler de ce lien sous le règne du président Amadou Ahidjo. Alors, Amadou Ahidjo devient président en 1960 parce que le Cameroun accède à l'indépendance. Il est le tout premier président camerounais. Et ce qui est intéressant avec Amadou Ahidjo, c'est que sous son régime, justement, la radio a été gérée et a fonctionné sur le même modèle que sous la période française. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, les Français, à travers Radio Garoua, voulaient susciter l'intérêt voulaient limiter l'intérêt des populations du Nord Cameroun pour les programmes diffusés par des radios étrangères. Et pour ce faire, qu'est-ce qui s'est passé? Les programmes étaient conçus à cette fin. C'est la raison pour laquelle, au niveau de Radio Garoua, les premiers animateurs locaux qui ont été recrutés étaient des musulmans. Et les langues, en plus du français, les langues utilisées dans les programmes étaient uniquement les langues des communautés musulmanes, à savoir le Fulfulde, qui est la principale langue, le Haoussa et aussi l'arabe choua. Donc, l'idée, comme je le disais, était donc de maintenir, de susciter l'intérêt des populations pour ces programmes-là. Alors, lorsque le président Amadou Ahidjo arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il continue dans la même logique. Il maintient l'influence musulmane au niveau de la radio. Il place à la tête de la radio un musulman. La plupart des programmes sont des programmes musulmans. Ou alors les programmes relatifs à la communauté musulmane ou bien aux communautés appartenant, aux communautés partageant l'islam comme religion. Et il va plus loin en demandant ou en permettant que les programmes à caractère religieux soient diffusés à la radio. Et c'est où il y a une petite nuance avec la période française, parce que les Français diffusaient des éléments culturels musulmans tels que la langue, la musique folklorique et tout le reste, mais les programmes islamiques n'étaient pas diffusés à la radio. C'est sous Ahidjo que Radio Garoua a commencé à diffuser des programmes islamiques, donc des programmes directement liés à la religion. Et cela venait donc marquer le soutien ou la contribution de Radio Garoua à l'hégémonie islamique ou musulmane au Nord Cameroun. Parce que pendant que les programmes religieux musulmans étaient introduits dans la grille des programmes, ceux des chrétiens, le christianisme n'y était pas du tout représenté. Donc, et là, on comprend que, à travers la petite description que je viens de faire, on comprend que l'État, à travers le président, à travers son régime, avait placé une main forte sur la radio. Et cette réalité a été observée dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, où les premières radios ont toujours été comme un instrument entre les mains des leaders politiques. Et au début, cette domination de la radio était justifiée par des arguments relatifs au développement. N'est-ce pas? Ces arguments s'inspiraient notamment des théories de Wilbur Schramm, qui considérait que la radio devait être mise au service du développement national. Alors, pendant les quelques 24 ans, je crois, 22 et 24 ans qu'ont duré son règne, de 1960 à 1982, Amadou Ahidjo, l'islam, Radio Garoua, a été au cœur, a été un élément essentiel de l'implémentation de la domination musulmane sur les non-musulmans au Nord Cameroun. Du point de vue de son fonctionnement, du point de vue des programmes qui étaient diffusés. Et lorsque le président Amadou Ahidjo démissionne du pouvoir en 1982, pour des raisons qu'on n'a pas évoquées ici, il est remplacé par Paul Biya, qui lui, curieusement, est un chrétien, et un chrétien de la partie sud du Cameroun, pas du nord. Lui, il est originaire de la partie sud.
Alors, lorsque le président Biya arrive au pouvoir, dans les premières années, premiers mois de l'exercice de son mandat, il y a déjà une crise politique qui apparaît entre lui et son prédécesseur. Parce que son prédécesseur avait voulu, qui avait contribué à le placer au pouvoir, avait espéré continuer à gouverner à travers lui. Mais cela n'a pas marché. Et il y a donc une sorte de divorce entre les deux. Et ce divorce a déterminé l'attitude que le régime Biya a eu vis-à-vis de la radio au Nord Cameroun. Parce que jusqu'en 1982, et même jusqu'en 1984, qui correspond au coup d'État manqué, lequel coup d'État avait d'ailleurs été attribué à Amadou Ahidjo, jusqu'en 1984, le Nord Cameroun ne comptait qu'une seule radio qui était Radio Garoua. Et Garoua, contenu dans Radio Garoua, renvoie à la ville de Garoua. C'est une ville, en fait. Et cette ville était le chef-lieu de la région du Grand Nord. Et en plus de cela, cette ville était la ville natale du président Amadou Ahidjo. Vous comprenez donc qu'en fait, c'était, comment dirais-je, c'était voulu pour lui d'installer la radio dans cette zone-là qui était sa ville, son village, sa ville natale. Donc, de façon symbolique, lorsque le président Paul Biya arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il décide donc de s'aborder, n'est-ce pas, ce semblant d'hétérogénéité, d'unicité qui caractérisait le Nord Cameroun à l'époque. Il décide de s'attaquer à ce qui faisait la force politique d'Amadou Ahidjo. Et sur le plan médiatique, ce qu'il fait, c'est que, en plus de Radio Garoua, qui se trouvait à Garoua, il décide maintenant, ou alors avant cela, parce que si je présente la chose comme ça, peut-être vous n'allez pas bien comprendre, qu'est-ce qu'il fait? L'une des premières choses qu'il fait, c'est de diviser le Nord Cameroun en 3 régions. C'est ainsi, je vous ai parlé tout à l'heure de la région de l'extrême nord, celle du nord et celle de la Damawa. Et là, il rejoint notamment cette philosophie politique qui consiste à diviser pour mieux régner. Donc, l'idée était de diviser le Nord Cameroun qui constituait le socle granitique du pouvoir politique d'Amadou Ahidjo. Et dans l'optique, dans la mouvance dans la lignée de cette division, ce qu'il fait, c'est qu'il divise également le Nord Cameroun d'un point de vue médiatique. Donc, Radio Garoua demeure à Garoua, mais en plus de Radio Garoua, il crée 2 autres radios, une à Ngaoundéré, qui devient le chef-lieu de la région de la Damawa, et une autre à Maroua, qui est le chef-lieu de la région de l'extrême nord. C'est donc ainsi que le Nord Cameroun, sous le régime Biya, se retrouve avec 3 stations de radio qui viennent donc marquer une sorte de décentralisation radiophonique dans cette zone. Donc, l'intention du régime Biya était donc, comme je disais, d'affaiblir Amadou Ahidjo. Et c'est donc ainsi que Radio Garoua perd le monopole qu'elle avait dans l'univers radiophonique. Mais ce qui est intéressant maintenant ici, c'est quoi? C'est de constater que, à plus de la création de 2 nouvelles radios, il y a également des changements qui s'opèrent au niveau de leur gestion, au niveau de leur fonctionnement. Tout à l'heure, je vous ai fait comprendre que Radio Garoua, sous Ahidjo, était dirigé par un musulman. Alors, qu'est-ce que le président Biya a fait? Il a confié la gestion des 3 nouvelles radios à des chrétiens. Donc, les musulmans ont perdu le contrôle même sur la gestion des radios. Les 3 directeurs qui ont été installés, respectivement à Radio Garoua, à Radio Maroua et à Radio Ngaoundéré, étaient tous des chrétiens. Du point de vue des programmes, l'exclusivité qui était accordée à l'islam disparaît. On a l'introduction de programmes chrétiens au niveau de ces radios. On a l'introduction des programmes chrétiens. Et en plus des programmes qui étaient animés sur place par certains animateurs chrétiens, ces 3 radios travaillaient en collaboration avec Sautu Lindila, qui est une maison de production de programmes religieux chrétiens qui était installée dans la ville de Ngaoundéré. Donc, son rôle était de produire des programmes, de les réaliser, de les concevoir, de les produire et de les mettre à la disposition des radios
des radios étatiques qui se chargeaient de leur diffusion. C'est donc ainsi que sur le régime du président du président Paul Biya, pardon, l'islam perd son influence sur la radio. La radio se trouve au centre, n'est-ce pas, de la crise sociopolitique qui a opposé les musulmans, Amadou Ahidjo, et le président Paul Biya après 1982. Et à partir de là, donc, nous allons tendre vers la dernière partie qui porte sur l'entrelac, je reste dans le même jargon, sur l'entrelac radio et religion maintenant au Nord Cameroun. C'est vrai que précédemment, j'ai parlé de l'islam, mais là, c'était pour justifier, pour argumenter, n'est-ce pas, sur des aspects politiques. Mais ici, il est question ici d'aborder la religion d'un point de vue, du point de vue de la religiosité, hein, et non plus sur l'aspect de la manipulation politique. Alors, David Douillère et Frédéric Antoine, n'est-ce pas, ont conçu ce qu'ils ont appelé l'entrelac des religions et des médias, qui, d'après eux, traduit un croisement entre les deux, entre les médias et la religion, qui évolue de façon fusionnelle, chacun pouvant se passer de l'autre, mais ne le faisant pas. En Afrique subsaharienne, cet entrelac remonte à la période coloniale, n'est-ce pas, notamment à travers la création d'une presse confessionnelle, mais là, il ne s'agissait pas de la radio. Et là, je vous invite à lire les travaux de Rambaud, Tudesque et le Noble Bat qui en parlent. Donc, cet entrelac entre les médias et la religion a donné lieu à une mutualisation d'intérêts entre les deux. Autant la religion se sert des médias, de la radio notamment qui nous concerne ici, pour exister, autant la radio utilise la religion comme domaine d'action. La résultante principale de cette mutualisation est l'intervention accrue du religieux dans la sphère politique, tel que le démontrent les travaux de Birgit Meyer, de Annelise Moore, Rosaline Hackett, Dorothea Chose, Catherine Pipe également, Abdoulaye Sounaï et Brian Lakin, pour ne citer que ces quelques exemples. Alors, les médias et les religions deviennent donc intrinsèquement liés, notamment à travers l'apparition des médias religieux créés par des organisations religieuses à des fins de prosélytisme. Les médias sont ainsi devenus des conditions qui rendent possible l'existence et l'expression du religieux. Parlant de la radio dans le contexte béninois, Thilo Grace va dans le même sens en soulignant que les médias religieux ne sont pas de simples canaux de communication ou moyens de transmission, mais des acteurs, des institutions socio-techniques qui jouent un rôle central dans le façonnement des champs religieux. Ils constituent les maillons essentiels du vécu et de la praxis du religieux. En 2014, Étienne Damon a publié un ouvrage, c'est intéressant, intitulé « Radio Religion en Afrique subsaharienne », qui permet de donner un aperçu de l'ampleur que prend le phénomène des radios religieuses en Afrique. Mais cette ampleur ne se limite pas essentiellement au christianisme, parce qu'il met beaucoup un accent sur le christianisme. L'islam également investit de plus en plus le champ médiatique à travers la radio. Et c'est pour cette raison que en premier arrêt dans cette partie, je vais parler de la radio, n'est-ce pas, la radio de la modernité islamique au Nord Cameroun. Et en deuxième partie, je vais parler de la radio et de l'agency, radio et agency religieux au Nord Cameroun. Pour ce qui est de la modernité islamique, récemment, en tout cas, j'ai un travail en cours sur la contribution de la radio à la modernité islamique au Nord Cameroun. Et dans ce travail qui est en cours, qui est déjà, quand je dis en cours, en fait déjà effectué, il est en cours de publication, j'identifie dans ce travail
ce que j'appelle les différentes trajectoires radiophoniques de la modernité islamique au Nord-Cameroun. L'idée ici étant de voir dans quelle mesure la radio a contribué au processus d'actualisation de l'islam dans cette région. Et les 3 trajectoires que j'analyse correspondent à 3 temporalités, n'est-ce pas, à 3 périodes, notamment la première période va notamment de la création de Radio Garoua en 1958, n'est-ce pas, à 1982, avec le départ d'Amadou Aïdjo du pouvoir. La deuxième temporalité va de 82, début des années 2000, et la dernière va des années 2000 jusqu'à très récemment. Donc, à travers ce travail m'a permis de constater comment est-ce que la radio peut cesser d'être un simple outil de communication pour devenir un élément central, n'est-ce pas, un élément central du vécu spirituel des populations. Bon, c'est vrai que c'est grâce, ou bien c'est du fait de cette mission de communication que la radio joue ce rôle, mais ce qui est intéressant, c'est ce lien fusionnel qui s'installe au point où on a le sentiment que on ne peut plus avoir de religiosité sans radio et on ne peut plus avoir de radio sans religiosité. C'est ça en fait qui a beaucoup qui ressort de cette analyse, parce que là je démontre clairement comment est-ce que l'islam s'est façonné au gré des années, s'est façonné au cours des années grâce au rapport qu'il entretenait avec la radio. La radio a contribué à donner à façonner les temporalités spécifiques de l'islam au Nord-Cameroun pendant les différentes périodes que j'ai indiquées tout à l'heure. Notamment, il s'agit ici notamment de Radio Garoua, de Radio Marois et de Radio Ngaoundéré. Et c'est aussi ça qui est intéressant, parce que jusqu'au début des années 2000, les radios étatiques étaient les seules radios qui portaient le discours religieux, n'est-ce pas, sur les ondes. Ce n'est qu'après les années 2000 qu'on a vu la création des premières radios à caractère musulman. Et là, ça m'a mis sur à parler n'est-ce pas, de cette logique de agency, ce que j'appelle le agency religieux ici, à travers le concept de agency qui s'inspire de la théorie de la structuration d'Anthony Giddens. Je considère cette idée renvoie à l'idée de l'action sociale, une action à travers laquelle un groupe social ressent le besoin de manifester sa présence, et d'après Simone Bignol, ce besoin de manifester sa présence découle de ce qu'elle appelle de dialectical negativity, la négativité dialectique ou la dialectique de la négativité, qui renvoie aux formes d'exclusion pouvant susciter le besoin d'exprimer sa présence effective dans la perspective de garantir sa représentativité. Donc, les radios, la religion a utilisé la radio dans cette perspective. La radio a été un outil de agency au Nord-Cameroun pour la religion. Cela s'est observé déjà en 1900, avec l'arrivée du président Paul Biya, lorsque les programmes chrétiens ont été introduits dans les programmes de Radio Garoua. Pourquoi? Parce que l'idée ici était de clairement indiquer qu'au Nord-Cameroun, il n'y avait pas que l'islam, il y avait également le christianisme. Et la radio a été utilisée pour permettre au christianisme d'être présent également dans l'espace public. Parce que jusque-là, au niveau des ondes, le seul discours religieux qui était en vogue était relatif à l'islam. Donc, c'est comme ça que cette agency religieuse a commencé. Et ce qui est intéressant, c'est que au fil des années, les programmes religieux
chrétiens se sont imposés comparativement aux programmes musulmans. Je parle des radios au niveau des radios étatiques. Mais en plus de cela, les premières radios religieuses qui ont été créées au Nord Cameroun étaient des radios chrétiennes. C'était tous des radios chrétiennes. Les premières radios religieuses. On a eu Radio Salaman, on a eu Radio Bonne Nouvelle, n'est-ce pas? Il y a Sautul Lindila qui est passé du statut de maison de production à celui de radio. Et l'espace public, l'espace médiatique, l'espace radiophonique nord Cameroun était donc dominé du point de vue religieux par des radios chrétiennes. Au début des années 2000, il y a eu comme un regain, un sursaut de la part de la communauté musulmane qui a voulu répondre à cette hégémonie médiatique exercée par le christianisme. Et c'est ainsi qu'on assiste à la toute première radio au sein de la communauté musulmane qui s'appelait Radio Benoît. C'est une radio communautaire en réalité, mais sa particularité, c'est qu'elle n'est pas une radio islamique au sens premier du terme, mais elle a la particularité de diffuser des programmes religieux musulmans, en plus des autres programmes qu'elle diffuse. Et naturellement, elle est reconnue officiellement comme une radio communautaire, mais une radio communautaire qui ne diffuse que du point de vue religieux, ne diffuse que des programmes musulmans, sans considérer les programmes chrétiens. Ce n'est qu'en 2010 que le Nord Cameroun s'est enrichi, en tout cas a été doté d'une radio essentiellement, réellement islamique. Il s'agit de Radio An-Nour, qui a été créée dans la ville de Ngaoundéré. Alors, ce qu'on constate ici, c'est que, alors que le christianisme s'est très tôt adapté à l'activité médiatique, notamment à travers la création des différentes radios que j'ai évoquées tout à l'heure, ce n'est qu'en 2010 que l'islam s'est à son tour converti réellement à la radiodiffusion. L'islam a ainsi accusé un retard de plus d'une quarantaine d'années dans l'adoption des moyens de communication modernes en vue de sa diffusion et de la manifestation de sa présence dans l'espace public nord-camerounais. Cette postériorité de Radio An-Nour par rapport aux médias chrétiens confirme l'idée selon laquelle, dans le contexte africain, l'islam a très souvent copié le christianisme en ce qui concerne l'appropriation des médias. Élaborant sur la médiatisation des prêches et de ses enjeux au Burkina Faso justement et en Côte d'Ivoire, Mathias Sawadogo et Muriel Gomez-Pérez relèvent par exemple que alors que les chrétiens, c'est une citation, alors que les chrétiens, les pentecôtistes ont fondé et animent des radios depuis la fin des années 80, là c'est parlant du Burkina et de la Côte d'Ivoire, il faut attendre la fin de la décennie 90 et les années 2000 pour voir émerger les radios islamiques. Au niveau, là, il parlait là bien sûr du cas du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. En fait, j'ai tenu à utiliser cela parce que c'est exactement la même réalité, c'est la même chose qui a été observée au Nord Cameroun. La même chose qui a été observée au Nord Cameroun. Donc, autrement dit, dans la plupart des cas, les musulmans ont adopté la radio à travers un processus d'emprunt. Un processus d'emprunt qui, dans certains cas, avait un caractère réactionnaire. Et justement, lors de l'inauguration de Radio An-Nour, il y a un des responsables de la radio qui a donné une interview à un journal dénommé L'Œil du Sahel. Alors, dans son interview, dans son propos, il a indiqué que Radio An-Nour venait permettre aux populations du Nord Cameroun que l'islam également existe d'un point de vue médiatique. Parce que jusque-là, l'espace médiatique avait expérimenté, je suis en train de le paraphraser, l'espace médiatique expérimentait la domination, l'influence du christianisme. Il fallait bien que l'islam également soit présent au niveau de la radio. Donc, ce propos permet justement de comprendre que la création de Radio An-Nour était en réalité une réaction au fait que l'espace radiophonique du Nord Cameroun était essentiellement jusque-là dominé par les radios chrétiennes. J'ai l'impression d'avoir excédé les 40 minutes.
Non, bah, écoute, on a commencé un petit peu en retard, donc je ne sais pas où tu en es de ta présentation, mais si tu Bon, veux, je suis presque à la fin, en fait. mais finis tranquillement, hein, vas-y. D'accord, ok. Donc, maintenant, dans ce processus, dans cette concurrence, parce qu'en réalité, il s'est donc installé une sorte de concurrence entre les radios chrétiennes et les radios promouvant les valeurs culturelles islamiques au Nord Cameroun. Et ce qui est intéressant de constater, dans cette concurrence, c'est quoi? C'est que les radios chrétiennes, dans l'optique de réaliser leur prosélytisme face à l'islam, utilisent les éléments de la culture islamique, de la culture musulmane. Et le principal élément ici, c'est quoi? C'est la langue, qui est la langue Fulfulde. Parce que au Nord Cameroun, le Fulfulde est reconnu pour être la langue de l'islam. C'est la langue des Peuls. Ce sont les Peuls qui ont imposé l'islam au Nord Cameroun à travers le djihad, comme je l'ai indiqué au début. Donc, maintenant, dans l'optique de promouvoir le christianisme, certaines radios, pas toutes, certaines radios utilisent le Fulfulde dans la production de leurs programmes. Sauti Lundila, par exemple, tous les programmes de Sauti Lundila sont réalisés en Fulfulde. Il n'y a aucun programme en français, il n'y a aucun programme en anglais, tout est en Fulfulde, uniquement en Fulfulde. Et mais par la suite, avec l'avènement des radios privées chrétiennes, on observe que la dynamique change. Parce que ce que je viens de décrire était valable au niveau dans cette concurrence-là, lorsqu'elle s'effectuait uniquement au niveau des radios étatiques. Mais avec l'arrivée des radios confessionnelles, des radios privées confessionnelles, la dynamique change. On constate plutôt que les chrétiens qui possèdent ces radios évitent d'utiliser le Fulfulde. Elles évitent d'utiliser le Fulfulde, elles utilisent le français. Et pourquoi est-ce qu'elles évitent d'utiliser le Fulfulde? Elles évitent d'utiliser le Fulfulde en réalité pour éviter de donner l'impression aux musulmans qui s'attaquent directement à leur religion. Parce qu'il y a une crainte d'être menacé, de voir les installations être attaquées. Donc du coup, pour ne pas donner le sentiment aux musulmans que l'attaque est frontale, pour ne pas donner le sentiment d'une attaque frontale, ils évitent donc subrepticement d'utiliser le Fulfulde, qui est pourtant la principale langue de communication dans la région. Et ils produisent leur programme uniquement en français. Et c'est justement cette attitude-là que j'ai essayé de conceptualiser ou de traduire à travers le concept de technique de la convenance. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les radios chrétiennes estiment que pour exister et pour fonctionner, il faut qu'elles aient un lien cordial, il faut qu'elles soient acceptées, il faut qu'elles respectent, qu'elles soient polies vis-à-vis de l'islam. C'est cela que j'ai appelé la technique de la convenance dans mon analyse. Alors, je crois que là, je vais conclure. Il y a beaucoup à dire, mais je crois qu'il faut conclure. Mais je ne vais pas conclure avec une conclusion traditionnelle. Non, je vais plutôt conclure en soulevant d'autres aspects. N'est-ce pas? Et l'un des aspects ici, c'est quoi? C'est notamment l'exclusivité, je voudrais parler de l'exclusivité de la radiodiffusion au Nord Cameroun. En fait, l'importance, et c'est d'ailleurs cela qui a justifié mon intérêt pour cette question, l'importance que la radio joue au Nord Cameroun, l'importance de la place de la radio au Nord Cameroun découle du fait que ce soit le principal média installé dans cette région. La radio a presque une exclusivité dans cette région.
quand je parle de médias, c'est en termes de, je fais référence ici aux médias qui sont installés dans la région. Par exemple, il n'y a pas de chaîne de télévision au Nord-Cameroun. Il n'y a pas de chaîne de télévision installée au Nord-Cameroun, mais les gens ont des télévisions, ils reçoivent des chaînes d'ailleurs. Il n'y a pas d'organes de presse, là je parle de la presse écrite, installée au Nord-Cameroun, il n'y en a pas. L'Œil du Sahel, qui est reconnu comme étant un journal du Nord-Cameroun, est installé à Yaoundé. Il est installé à Yaoundé, fait ses parutions à Yaoundé et il les envoie au Nord-Cameroun. Donc, vous comprenez que la radio jouit d'une sorte d'exclusivité au Nord-Cameroun et c'est cela qui justifie le rôle central et déterminant qu'elle occupe dans la dynamique ou bien qu'elle a occupé dans la dynamique politique et religieuse de cette région. Le deuxième élément, pour terminer ces conclusions, c'est un élément de comparaison que je voudrais faire, un peu comme pour ouvrir, n'est-ce pas, la réflexion, le débat. C'est un élément de comparaison entre le Nord Cameroun et les autres contextes africains, en ce qui concerne notamment les radios communautaires. Je constate qu'au Nord Cameroun, contrairement à ce qui se passe ailleurs, parce que dans des pays comme le Sénégal, dans des pays comme le Mali, là je vais me limiter à l'Afrique francophone, la libéralisation de l'espace médiatique a donné lieu à la naissance, à l'apparition de médias qui portaient la voix, qui pouvaient porter la voix des populations, notamment sur des questions d'ordre politique. C'est-à-dire, il y a des radios communautaires qui, en réalité, sont des tribunes d'expression pour les populations, des tribunes d'expression sur des questions politiques, notamment dans la mouvance, n'est-ce pas, de la liberté d'expression et tout ce qui va avec relativement à la démocratie. Mais au Nord Cameroun, c'est totalement l'inverse. Au Nord Cameroun, on a des radios communautaires qui existent. Tout à l'heure, j'ai parlé de Radio Salaman, j'ai parlé de Radio FM Benoué. On a des radios communautaires qui existent, mais ces radios communautaires, bien que n'étant pas officiellement liées à l'establishment ou au gouvernement ou à tout le reste, n'ont pas la possibilité, ne peuvent pas donner lieu au développement de la parole, du discours ou du débat politique. C'est un peu comme si on leur a interdit formellement d'aborder les questions d'ordre politique. J'ai parcouru le texte de Florence sur l'Ouganda, son ouvrage, où justement elle parle de, je crois j'espère que je ne vais pas mal prononcer, hein, c'est Ebemisa, les Ebemisa en Ouganda, qui porte un discours politique, qui permet aux gens de s'exprimer sur des questions politiques, qui permettent aux communautés d'avoir un certain droit, de jouir du droit à la parole que leur procure la démocratie. Mais au Nord Cameroun, ce n'est pas ça. Au Nord Cameroun, on a des radios privées, on a des radios communautaires qui existent, mais qui expérimentent ou bien qui sont fortement influencés par l'establishment. Et l'establishment pour réussir cette influence, l'establishment a, comme je dirais, créé un système spécifique. Premièrement, il y a ce qu'on appelle l'aide à la presse. L'aide à la presse, c'est une sorte d'allocation financière que l'État attribue aux organes de presse, autant la presse privée que la presse audiovisuelle, par an. Alors, une radio, pour être sûre d'obtenir l'aide à la presse, doit éviter d'aborder des questions d'ordre politique. Ça, c'est un élément. Discuter de politique, c'est s'exclure automatiquement n'est-ce pas, de cette aide. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle la tolérance administrative. La tolérance administrative, c'est quoi? Normalement, une radio, pour exister, doit remplir un certain nombre de conditions en termes de taxes, en termes de licences et tout le reste. Mais ces conditions, très souvent, elles sont onéreuses. Et du coup, les promoteurs ne peuvent pas les satisfaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'État leur permet donc de créer des radios, permet que ces radios existent,
mais leur accorde une tolérance administrative. Et pour bénéficier de cette tolérance administrative, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éviter d'aborder un certain nombre de problématiques. Ça, c'est le deuxième élément. Et le troisième élément qui démontre justement cette influence, c'est le fait que le gouvernement utilise ces radios pour communiquer. C'est-à-dire, il est commun de voir un sous-préfet, de voir un préfet envoyer un communiqué dans les radios communautaires pour qu'il soit lu sans solliciter, sans tenir compte de la ligne éditoriale, parce qu'une radio peut avoir une ligne éditoriale qui ne lui permet pas de lire un certain type de communiqué. Mais dans ce cas, la ligne éditoriale n'est pas prise en compte et ces radios sont tenues également de servir de relais de transmission, n'est-ce pas, des informations gouvernementales. Et c'est également la raison pour laquelle elles sont également soumises à la retransmission des tranches d'informations de la chaîne nationale, c'est-à-dire elles les retransmettent en relais. Donc, je voulais donc terminer à travers ces petites observations et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Francis. Ça a été un plaisir de t'écouter, bon, à défaut de te voir malheureusement, mais en tout cas, je pense que ça valait quand même le coup d'arrêter la caméra parce qu'on t'a très bien, Oui. ça n'a pas pâti des problèmes techniques. Bon, c'est bien de pouvoir voir ton visage là. Merci beaucoup. Enfin, je trouve que ta présentation montre bien comment l'adoption d'une échelle régionale nous permet vraiment de creuser, non seulement de faire justice au pluralisme que tu mentionnais dans ton introduction, hein, et le fait qu'en effet, on est face à des situations qui peuvent varier énormément, y compris bien sûr au sein d'un contexte national, mais aussi ça permet sur un temps relativement long, puisque ta période, elle couvre plusieurs décennies, hein, de bien saisir tout cet entrelac, ces articulations, hein, dont tu parlais, et la manière dont un espace médiatique reflète une histoire politique qui est dense, qui est complexe et qui est à la fois évidemment connectée au reste du monde. Tu parlais de l'influence des radios égyptiennes et évidemment connectée à une histoire politique nationale et à la formation de l'État camerounais au niveau national, mais aussi reflète, hein, des spécificités régionales. Moi, j'aurais plein de questions. Une question qui me paraît importante, c'est l'influence du contexte actuel et notamment du contexte de guerre là, depuis 2014 et l'impact que ça a pu avoir sur ces dynamiques, ces relations que tu décris et ces articulations entre politique et religieux dans le nord du Cameroun. J'aurais aussi des questions sur ce que tu disais sur le Fulfulde, sur les langues et sur la manière dont ces usages radiophoniques du Fulfulde ont participé peut-être de la transformation de la langue et de la transformation de son statut aussi, et de son statut culturel et politique. Mais je vais juste choisir une seule question pour pouvoir qu'on ouvre quand même un peu le débat, hein, pas monopoliser la parole. Et c'est une question qui me paraît importante d'avoir peut-être de te demander d'avoir plus d'éléments sur la place de ces radios dans le champ religieux de manière plus large. Pour essayer de mieux comprendre, parce que tu disais l'islam s'est façonné grâce au rapport qu'il entretient avec la radio. Et du coup, je me demandais qui sont, tu vois, les dignitaires religieux qui ont accès à ces radios et est-ce qu'il y en a qui n'ont pas accès à la radio et pourquoi, du coup quelles inégalités est-ce que ça crée? Est-ce que tu peux nous donner peut-être une meilleure idée de comment se situent ces radios au sein de l'espace de l'islam? Est-ce que finalement l'espace de l'islam se confond avec l'espace radiophonique ou est-ce qu'il le déborde, tu vois? Est-ce que vraiment tous les dignitaires et les acteurs religieux musulmans, bon là je prends l'exemple de l'islam, hein, mais la question vaudrait aussi, je pense, pour les radios chrétiennes. Est-ce qu'ils y sont tous représentés et si oui ou non, pourquoi? Quelles inégalités ça crée? Et comment, du coup, la radio modifie les capitaux qui sont nécessaires pour dominer le champ religieux. Est-ce que pour avoir une place au sein du champ religieux au nord du Cameroun, il faut forcément passer par la radio ou est-ce qu'il y a d'autres canaux qui sont utilisables? Et du coup, est-ce que
ça modifie les compétences qu'il faut maîtriser pour se faire une place au sein du champ religieux au nord du Cameroun. Ce qui m'amène à une autre question, et là je sais que c'est aussi en parcourant ton dernier papier là, que je mentionnais tout à l'heure, qui est très ancré dans l'analyse de biographie. Du coup, est-ce que tu pourrais nous donner quelques petits éléments supplémentaires sur qui sont les animateurs, qui travaillent dans ces radios, d'autant plus que tu nous disais que moi je pensais que, je me demandais justement si les journalistes de l'Œil du Sahel participaient à ces radios. Bon, tu as l'air de dire que non. Du coup, on se demande un peu qui sont ces animateurs et quelles sont à la fois les compétences et les idées qu'ils rebasculent dans l'espace radiophonique. Tu vois, si tu pouvais nous donner quelques éléments sur la sociologie de ceux qui y prennent la parole. Voilà, mais tu n'es pas obligé de répondre tout de suite. Je pense que ce serait peut-être mieux de prendre plusieurs questions pour que, voilà, surtout qu'il ne nous reste plus que 40 minutes. Donc, je propose peut-être